Modérément du débat, on va commencer par une prise de parole de Kamal Ashkar d'une durée d'une vingtaine de minutes, 20 minutes. Voilà, c'est comme vous voulez. Tout d'abord, encore merci à Amine et toute l'équipe et à l'INPT d'accueillir le film Itinéraire Jérusalem. Vous avez vu ici la version longue, puisqu'il y a une version courte de 52 minutes qui est passée en prime time sur 2L. Et la version 86 minutes, c'est la version qui est sortie en salle en France et qui circule dans les festivals à l'international, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe et ailleurs. Peut-être juste de dire pourquoi j'ai voulu faire ce film. Pour moi, la première fois quand mon grand-père, Léa, celui que vous voyez dans le film, qui est mort juste le lendemain où j'ai reçu le prix de la première œuvre à Tanger, quand il m'a raconté la première fois cette histoire de coexistence entre juifs et musulmans, je devais avoir 18 ans. J'ignorais tout de l'histoire du Maroc. Pour moi, le mot juif, c'était associé à la Shoah, ce que j'avais appris à l'école en classe de 3e. Et pour moi, il n'y avait que des Marocains musulmans. Et j'ai commencé à l'interroger sur ces maisons vides, sur ces cimetières, sur le pourquoi du comment ces juifs sont partis. Et j'ai découvert là tout d'un coup un monde qui avait complètement disparu. Et j'ai lu un très beau livre d'Edmond Amran El-Malek, que j'ai eu la chance de rencontrer, même de filmer à Rabat, à sa mort, où il raconte justement cette déchirure et cette brisure du départ des Juifs du Maroc. Et nos problématiques se rejoignaient, comment pendant 3000 ans, Juifs et musulmans, enfin on n'était pas musulmans au départ, parce qu'il y a 3000 ans, les Amazirs étaient soit païens, chrétiens ou autre chose, comment ces communautés avaient su vivre ensemble et pourquoi, tout d'un coup, en quelques années, à cause de la grande histoire que je raconte un petit peu dans le film, même si ce n'est pas un film d'histoire, c'est un film sur la mémoire, ces juifs sont tout simplement partis, et j'ai voulu retrouver finalement une part de nous-mêmes, comme un puzzle qu'on fait, et comment on survit à l'arrachement, comment ces gens qui ont vécu dans ces maisons en terre, avec ces voisins, en proximité, dans une proximité de territoire et de langue et de culture, comment on survit à l'arrachement, parce que tout d'un coup, moi, ce que je voyais, c'est comme si on aurait dit à mes grands-parents, si on vous dit du jour au lendemain, vous quittez votre Maroc, ou si moi on me disait, tu quittes le Maroc et tu ne reviendras plus, c'est quelque chose qui me bouleversait. Voilà un petit peu les motivations, et parce que aussi, ça n'avait jamais été fait, et j'avais envie de m'attaquer comme ça, sans le vouloir finalement, à un tabou de l'histoire du Maroc sur cette présence juive ici. Et c'était pour moi aussi une manière de rendre une dignité et une valeur aussi à cette culture amazigh qui a pendant très longtemps été marginalisée et dénigrée. Et quand on entend parler ces gens, qu'ils soient musulmans ou juifs, on voit que ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études, mais qui vous parlent avec une grandeur d'âme, qui vous parlent avec des métaphores sur la séparation. C'est comme la mort et la solitude, quand ça s'écroule sur une montagne d'acier, la montagne s'écroule. Quand le frère de ma grand-mère, moi aussi, me raconte comment, quand une maison vide s'écroule, enfin quand les gens partent d'une maison, Roh Dial Dar, c'est Bnel, c'est les gens. Et quand les gens sont bons, voilà, c'est aussi cette culture que j'avais envie de mettre en valeur et de montrer que finalement, et moi j'avais fait les repérages du film au moment de Razin, la guerre de Razin, et je voyais comment les anciens arrivaient à faire la différence entre ce qui se passait là-bas, ce qui se passait en Israël et en Palestine, et quand ils vous parlaient des Juifs, il n'y avait plus aucune haine, parce que c'était leurs voisins, c'était les gens qu'ils avaient fréquentés, c'était les gens qui parlaient leur langue. Et je trouvais ça aussi admirable pour ces gens qui n'ont pas fait d'études, d'avoir quand même cette espèce de grandeur d'âme. Et je suis très content que le film aussi ait suscité, je n'ai pas voulu cette polémique, mais en tout cas ces débats. Et on voit bien que dans le film, je n'adopte aucun point de vue politique, au contraire, j'ai voulu vraiment me détacher
me détacher presque du... Ça aurait pu être n'importe où, évidemment c'est pas n'importe où. D'ailleurs le plus beau discours politique c'est celle de Yacoub, la Casablancaise, qui dit que la terre est à tout le monde et qu'on veut la paix entre juifs et musulmans et que vous nous manquez, c'est comme ça qu'on va vivre et que la terre elle ne bougera pas. Je crois qu'elle dit l'essentiel et c'est ça finalement mon objectif politique et que j'ai pas voulu faire. On m'a reproché, mais pourquoi vous ne parlez pas des Palestiniens? Ça aurait été un autre film. Je veux bien faire un film, je suis solidaire de mes amis palestiniens, je vais régulièrement à Ramallah, à Naplouse, à Hebron, enfin à Bethléem, et j'ai beaucoup d'amis palestiniens, chrétiens ou musulmans. Et d'ailleurs, une des plus belles projections que j'ai pu faire, c'était à Al-Quds, où il y avait mes amis israéliens et palestiniens qui étaient là, et qui, les Palestiniens disaient, mais ça ressemble, ces femmes, Aïcha, Anna, ressemblent à ma grand-mère, et l'exil qu'elles ont subi rassemble aussi à notre exil, à la Nakba en 1948. Et voilà, je trouvais que c'était voilà, c'était le plus bel argument que je peux donner, en tout cas face à et on pourra encore développer évidemment sur cette question-là, mais par rapport à ces reproches qu'on a fait au film de ne pas s'intéresser à la question palestinienne, parce que ce n'est pas un film sur le conflit israélo-palestinien, c'est un film sur une part de notre histoire marocaine. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si ces juifs étaient partis en Papouasie, je m'y serais rendu aussi, ou en Guinée ou ailleurs. Il se trouve qu'ils sont partis, pour la plupart d'entre eux, ces berbères, ces amazirs, en Israël-Palestine. Et donc, je n'allais pas m'interdire de me reconnecter avec nos anciens voisins pour justement vous raconter cette histoire. Merci M. Kamanarchian pour ce petit aperçu sur le rouage du film ainsi que les motifs du film. Bon, nous passons sans plus tarder à Mademoiselle Saïd, s'il veut bien rebondir ou bien avoir sa propre parole sur le film. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, d'abord, je remercie vraiment Camille et les étudiants de cet institut de m'avoir invité, parce que je pense que ça dénote un peu de beaucoup de courage. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans notre mouvement, et je vais expliquer ce que le BDS, on nous donne très peu la parole, voire même on boycotte nous-mêmes. On nous censure et c'est rare qu'on a une tribune de cette envergure pour pouvoir expliquer notre position et pouvoir expliquer chacun de nos palestiniens, parce qu'on parle de chacun, on va me parler, il y a un lien, mais je vais l'expliquer. Je vais expliquer BDS en 2 minutes si vous voulez. BDS, effectivement, ça veut dire boycott des investissements et sanctions. C'est un mouvement qui est né en 2005 d'un Palestinien qui s'appelle Omar Barouti, dont le frère s'appelle Marouane Barouti, vous devez connaître, il est condamné à perpétuité dans les prisons sionistes. Il a créé ce mouvement, pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation où on n'a plus d'armes que celle du boycott. C'est-à-dire que, en tant que citoyen de ce monde, en tant que citoyen marocain, nous n'avons plus que cette arme pour montrer à la communauté internationale ce qui se passe et pour faire pression sur cet État qui ne répond à aucune exigence internationale. Donc ça, c'est juste pour l'introduction. Alors le boycott, c'est quoi? C'est ne pas... déjà, pour nous, Marocains, ne pas normaliser avec l'État sioniste. Et le boycott, en général, c'est effectivement un boycott culturel, sportif, pas surtout économique, etc. Donc, j'ai vu le film, évidemment. Maintenant, le film appartient à M. Kamel, Ashkar, c'est sûr. Mais une fois qu'il est sorti, il appartient à tout le monde. Et la lecture qu'on en fait, et le message qui est ressorti de ce que j'ai vu, en tout cas, est vraiment différent. Et je vais vous amener, si vous permettez, dans cette vision et dans cette réalité qui transpire très bien du film. C'est vrai que j'ai un peu le même parcours parce que mes parents aussi ont passé des montagnes de Taroudad à la grisaille de l'île parce que le départ était un départ choisi, économique. Et donc je revenais tous les ans et je sais ce que M. Ashkar a vécu, des maisons vides. On ne comprenait pas pourquoi les jeux étaient partis, effectivement. Maintenant, ce qui m'interpelle dans ce film, c'est qu'on n'a pas vu qu'on a doublement déporté.
En fait, il y a deux peuples ici qui souffrent. Et je ne sais pas pourquoi on ne le met pas vraiment mieux en... On n'a à aucun moment parlé de déportation de juifs. Moi, j'estime que c'est des juifs marocains et que ces personnes-là, il y a plus de 50 ans, ont été déportées. Donc, la révolte, elle commence ici. Et pourquoi je le lis à la question palestinienne? Parce que si on a déporté ces gens, c'est qu'on en a déporté d'autres après. Ces juifs marocains, qui sont donc les nôtres, la première révolte, c'est pourquoi on les a arrachés à leur terre. Et la deuxième, c'est où on les a emmenés. On les a mis dans des kibbutz. Les kibbutz, c'est des colonies. Malgré eux, on en a fait des colonisateurs en puissance. Donc des Marocains, citoyens marocains, sont devenus des colonisateurs en puissance, malgré eux finalement. Et je comprends qu'on veut faire un rapprochement de c'est un débat, juifs musulmans, ils s'entendaient. Je veux dire qu'on n'a aucun doute là-dessus. Ça fait longtemps qu'on sait que les musulmans et les juifs sont capables de vivre en paix. La question n'est pas là. On a toujours vécu en paix et je pense qu'on est tolérant aussi bien les juifs marocains que les juifs musulmans. On a toujours vécu en parfaite harmonie. Donc, c'est un peu ce débat-là qui m'interpelle. Comment on fait glisser cette cause, enfin, cette situation en un débat entre juifs et musulmans? Je pense qu'on n'a plus rien à prouver. Et vouloir dire ça, c'est qu'aujourd'hui, il y aura un problème entre les musulmans et les juifs. Non. Il n'y a pas de problème entre les musulmans et les juifs. Il y a un problème de droit international, il y a un problème de sionisme international. Alors, M. Kamel a dit, c'est vrai qu'il n'a pas fait un film où on tirait vers le politique ou vers le sionisme. Pourtant, à deux reprises, on donne la parole dans ce film antisioniste, et il le disait même. Le premier, c'était le professeur de Taroudat, et le deuxième, c'était l'instituteur. Le professeur de Taroudat a dit clairement, je ne suis pas un corps étranger, je suis un corps de passage, donc je devais repartir à Sion. Ça, c'est un discours du sionisme. Et le deuxième, c'était l'instituteur aussi, qui a expliqué comment il a travaillé pendant des années, et des mois, je pense, des mois et des années, pour faire en sorte prendre conscience que ces juifs devaient partir, s'exiler, aller ailleurs et ne jamais revenir, quitte à leur raconter à leur dire de raconter des mensonges au Canada, etc. Je ne vais pas refaire le film. Donc oui, c'est un film qui parle, mais le message aussi est là. Peut-être que votre message était au départ effectivement une quête d'identité personnelle, mais voilà, c'est ce qu'on nous ressort de ce film-là. Donc après, on pourra débattre aussi là-dessus. Pour dire sur la parole de Mme Wallace. Non, mais tout simplement, c'est que quand on fait un travail d'artiste et de cinéaste, il faut aller sans œillère et donner la parole effectivement aussi à toute cette histoire-là. Ce que dit le professeur Chetrik, évidemment que c'est un point de vue religieux, sioniste, il dit effectivement que c'est pas ma thèse, évidemment, mais par honnêteté, il fallait aussi donner cette parole-là, parce que c'est aussi pour ça que que beaucoup de juifs sont aussi partis, cette espèce d'espérance messianiste qui s'est liée avec, et dont le mouvement sioniste aussi s'en est servi. Mais comme aussi je donne la parole à ces femmes qui disent comment elles ont été maltraitées par l'establishment sioniste à travers les chansons, comme je le dis moi-même, si on entend ma voix off, ceux qui pensaient justement cette illusion sur ces images d'archives du départ, où je dis à un moment donné, ils pensaient rejoindre la terre de Sion et terminer leur exil, et finalement c'est un autre exil qu'ils retrouvent là-bas en Israël. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement ils ont été arrachés à leur terre, et ça je le dis très très bien. Sur les raisons, je crois qu'il faut aussi, et c'est pour, même si ce n'est pas un film d'histoire, j'ai donné quelques clés un petit peu de compréhension. Il y a effectivement l'action de ces mouvements sionistes, et c'est pour ça que j'ai donné aussi la parole à cet instituteur qui est un acteur, qui est un juif marocain et qui a travaillé pour une organisation sioniste, parce que les juifs ne sont pas partis comme ça, c'est qu'il y a eu toute une organisation. On le voit dans les images d'archives, je ne les ai pas utilisées pour rien. Et qu'il y a aussi une responsabilité de l'État marocain à cette époque-là, du panarabisme et de l'ambiance aussi qui régnait
dans ces pays-là. Alors peut-être c'était moindre au Maroc, mais je dois rappeler quand même qu'en Égypte, le champion du panarabisme, Nasser, a expulsé les Juifs par antisionisme et par anti-israélisme. Et finalement, ce qu'il a fait, ce que je dis tout le temps, c'est que finalement ce sont les meilleurs alliés objectifs du sionisme, puisqu'ils ont contribué à peupler Israël en expulsant leurs Juifs. Évidemment que les sionistes travaillaient aussi, il y a eu des attentats qui ont été posés dans des synagogues, et les Israéliens le disent eux-mêmes. Mais là où je suis, et là c'est un débat qui est intéressant, là où je ne suis pas d'accord, doit-on boycotter les 20% d'Arabes israéliens qui sont citoyens israéliens, avec des discriminations, avec des problèmes? Je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas oublier qu'en Israël, 20% des Israéliens, ce sont des Arabes, des gens qui n'ont pas fui ou qui n'ont pas été expulsés en 1948. Et doit-on arrêter de parler aussi avec ces mouvements comme Bethléem, que vous connaissez sans doute, ou Taïouch, qui sont des mouvements israéliens qui militent avec les Palestiniens, qui font la cueillette des olives, qui protègent les paysans palestiniens contre l'érection d'un mur? Doit-on arrêter de parler avec ces personnes-là? Moi, je suis pour le boycott, effectivement, des produits qui proviennent des colonies. Il se trouve qu'aujourd'hui, les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël dans les frontières de 67, que Mahmoud Abbas et une partie de l'opinion publique palestinienne disent que nous souhaitons un État à côté de celui d'Israël. Ce n'est pas le propos du film, mais c'est parce qu'on est embarqué dans ce débat-là. Donc je me demande, doit-on être plus palestinien que les Palestiniens à refuser de parler aussi avec ceux qui souhaitent tout simplement améliorer cette situation et arrêter de perdurer et de faire de ce conflit finalement un fonds de commerce permanent sur la souffrance réelle des Palestiniens. Et j'aimerais aussi demander à ceux qui sont à la tête de ces observatoires contre la normalisation, vont-ils créer un observatoire contre les exactions de Bachar al-Assad, contre les exactions de Muammar Kadhafi, parce que ces mouvements-là ont été soutenus par les partis bassistes et par les partis panarabistes qui ont instrumentalisé depuis le début. Moi, j'aimerais que les mouvements pro-palestiniens, au lieu d'appeler à boycotter je ne sais quel État qui est reconnu par la plupart des États et même les pays